À travers la densité de sa cambrousse, Lou nous amène au cœur de la Nouvelle-Calédonie. Adoptée par ce caillou paradisiaque, elle partage avec nous son amour profond pour cette terre, malgré les tensions actuelles qui la bousculent. Pour moi, être partie, c'est une des choses les plus dures que j'ai dû faire parce que tu laisses ce que tu connais et tu vas vraiment dans l'inconnu, inconnu. C'est aussi une des meilleures choses que j'ai faites parce que une fois que je vais rentrer là-bas pour y vivre, je vais pouvoir vraiment rapporter à mon pays ce que j'ai appris de ailleurs. Je m'appelle Lou Lido, je suis originaire de France, mais j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Nouvelle-Calédonie. C'est une petite île dans le Pacifique Sud, à côté de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Je suis originaire du Var. Et à mes 2 ans et demi, mes parents ont déménagé là-bas et j'y suis allée jusqu'à mon bac pour après faire un retour en métropole. Je suis partie de Nouvelle-Calédonie, donc post-bac, pour faire mes études supérieures parce que sur l'île, à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles de faire, notamment tout ce qui est niveau pour devenir prof, instit et tout ça. Donc, il y a beaucoup plus de choses qui sont faites. Il y a beaucoup plus de choses pro aussi. Mais après, quand on commence à aller taper dans des masters un peu techniques ou quoi, ou école d'ingé, il faut partir en métropole. Grandir en Nouvelle-Calédonie, en fait, c'est le meilleur choix que mes parents aient pu faire pour mon éducation. Parce que franchement, l'avantage, c'est comme un inconvénient, c'est que c'est petit. Donc, en plus, moi, j'habitais vraiment dans le nord. Donc, c'est vraiment la proximité avec la nature. J'étais vraiment absolument tout le temps dehors, tout le temps à faire des activités physiques, sport nature, et loin un peu de tout ce qui est société de consommation, parce que les gens vivent assez simplement là-bas. Et donc vraiment, ils sont partis en fait avec cette idée-là de nous préserver. Ils sont partis en 2002, c'était le moment où la France passait à l'euro. Et du coup, ils ont vraiment voulu couper avec ce mouvement de mondialisation et ils sont allés le plus loin possible. Et c'est une île qui fait quasiment 500 km de long et 100 km de large. Donc on va séparer la côte ouest et de la côte est. La côte ouest, c'est vraiment là où il y a le plus de monde. Les communautés blanches sont plutôt du côté ouest, alors que les populations kanak sont plutôt du côté est. Quand je dis nord et sud, donc on va être à peu près au milieu de la Nouvelle-Calédonie. Ça s'appelle Bourail. En dessous Bourail, ça va être le sud, où là encore on va trouver encore plus vraiment d'Européens, alors que dans le nord, ça va être plutôt les Caldoches. Même si on va retrouver bien sûr de toutes les ethnies de partout. C'est plutôt un peu des pics qu'on se lance entre les gens du sud et les gens du nord. Disons que pour les gens du nord, les gens du sud, c'est les gens de la ville. Alors que nous dans le nord, c'est vraiment, ça s'appelle la brousse, tellement qu'il y a pas grand chose. Si j'ai oublié de parler de la densité de population, mais en fait c'est une île qui fait 250 000 habitants, dont 150 000 qui habitent à Nouméa et autour de Nouméa. Donc en fait, dans le nord, il va rester que 50 000 habitants. Donc il y a pas beaucoup de monde. Il y a plus de bétail que de gens. C'est très sympa le nord. Moi j'adore. Je vends le nord. On va retrouver vraiment de toutes les communautés, que ça soit va y avoir les Kanaks. Donc ça c'est vraiment le peuple original. Les Caldoches, qui sont du coup les descendants soit de bagnards, soit de colons. Ensuite, il y a eu beaucoup de travailleurs asiatiques qui sont venus il y a eu des usines qui ont été construites, même pour la construction. Il y a eu beaucoup de cafés aussi à un moment donné qui a été fait en Nouvelle-Calédonie. Donc une communauté asiatique, donc majoritairement indonésienne. Après, on a encore des communautés un peu plus minoritaires, donc on va avoir les blancs, les oreilles, qui vont venir surtout pour bosser dans le médical. Plus trop les profs maintenant parce que du coup il y a tout le système d'enseignement qui peut se faire sur place, donc de moins en moins de profs viennent pour ça. Des gendarmes, des militaires. Après il y a des petites îles qui sont juste à côté qui s'appellent Wallis et Futuna où pareil il y a une grosse migration. Les Wallisiens c'est en général quand on voit un rugbyman calédonien c'est qu'il est wallisien en fait de base. C'est des mecs qui sont hyper grands, ils font 2 mètres de haut, 2 mètres de large. Et donc ensuite après on va avoir vraiment de tout. On a pas mal de Tahitiens aussi. Enfin c'est un mélange de cultures qui est assez incroyable. Et ce qui est vraiment chouette, il y a toujours des communautés, les communautés restent toujours plus ou moins entre eux, mais il y a vraiment ce mélange, tu vois un Kanak qui va se marier avec une Javanaise ou une Javanaise qui va être mariée avec un blanc, il y a vraiment ce mélange-là et même dans la culture en fait, il y a bien sûr la culture traditionnelle kanak qui est vraiment bien en place, mais en fait par-dessus, c'est tissé vraiment un mélange culturel qui est super intéressant, que ce soit au niveau de la musique, au niveau de la nourriture, au niveau de tout ça. Les gens vivent en paix depuis un bon petit moment. Il
Il y a toujours un peu des tensions, mais ça c'est parce que c'est un problème foncier entre les Kanaks et les Caldoches. Parce qu'en fait, les Kanaks revendiquent leur terre d'origine, alors que les Caldoches, pour eux, ils sont là depuis, 7 générations, donc la terre leur revient de droit, quoi. Donc il y a toujours un peu des guéguerres comme ça, mais rien d'enflammé comme ce qu'on peut voir actuellement. Actuellement sur le Caillou, il y a vraiment des tensions, mais ça date vraiment pas d'hier. En fait, c'est un espace qui a été colonisé pendant un certain nombre d'années. Et la décolonisation est enclenchée depuis 88. Il y a un gros phénomène de décolonisation où il y a eu des premiers accords. Parce qu'en fait, il y avait ce même genre de guerre civile qu'il y a en ce moment. Donc, il y a eu des accords qui ont été trouvés. Ces accords ont été reconduits en 98 avec les accords de Nouméa. Pendant ces accords, il avait été dit que 10 ans plus tard, on allait revoter, on allait faire un référendum, 3 référendums, pour savoir si la Calédonie elle était prête à devenir indépendante. Ces référendums sont passés, donc 2016, 2018 et 2021. Avec le Covid, là, il y a une année qui a sauté. Donc les 3 référendums, ça a été un non pour l'indépendance. Qui pouvait voter? C'était pas tout le monde. Il y avait un corps électoral en fait assez restreint au point où en fait c'est uniquement les gens qui étaient arrivés avant 1998, donc les accords de Nouméa, qui pouvaient voter, ou ceux qui étaient nés sur le territoire. Donc ça a sélectionné quand même pas mal de personnes, et il y a plein de gens qui étaient pas trop en accord, parce que quand, par exemple, je prends l'exemple de mes parents, ils ont plus rien en France. Enfin, ils ont leur famille, leurs parents, quoi. Mais sinon, ils ont tout vendu, ils ont plus aucun bien. Ils ont fait toute leur vie là-bas, ils payent leur impôt là-bas, ils travaillent pour le gouvernement là-bas, enfin ils sont entièrement là-bas, et en fait de pas pouvoir voter dans le pays où tu vis, où tu investis, où tu es, quoi. Je pense que c'était assez frustrant pour pas mal de personnes. Moi, je ne peux pas voter, c'est sûr et certain. Ma sœur, elle a un peu galéré pour pouvoir s'inscrire sur la liste alors qu'elle est née là-bas. Donc voilà, ça s'est tendu, et en fait là, donc pourquoi les événements de maintenant, ça a pété maintenant, c'est que à l'Assemblée nationale, ils ont voté le projet de réouvrir en fait ce corps électoral, à élargir à plus de monde. Je crois que pour les gens qui sont là depuis plus de 10 ans, ils peuvent intégrer la liste électorale. Et en fait, donc du coup, il y a eu une espèce de révolution du parti indépendantiste. Enfin, on va pas dire le parti indépendantiste, disons que c'est une branche du parti indépendantiste qui sont à l'origine de ça. On peut comparer un peu ça au terrorisme en France avec une branche extrémiste de l'islam. C'est à peu près comparable. Disons que c'est vraiment une poignée de gens qui vraiment mettent à feu et à sang la capitale. Et ce qu'il faut savoir aussi sur cette actualité-là, c'est que pour l'instant, à part à Nouméa, il s'est pas passé grand-chose. C'est un peu tendu, les dialogues sont un peu tendus, les gens s'effritent un peu, mais en fait, vraiment, tous les gros incendies, les gros incidents qu'il y a eu, c'était vraiment sur la capitale. En Nouvelle-Calédonie, les gens, ils sont armés, mais jusqu'aux dents, parce qu'en fait, les passe-temps là-bas, c'est de faire aller à la pêche et aller à la chasse. Donc du coup, les gens sont vraiment armés dans les familles, il y a plus de 5 fusils dans les familles Caldoches ou Kanak, les gens ils sont armés de ouf. Donc si ça part vraiment en guerre civile sur tout le territoire, je pense que ça peut faire vraiment, si tu rapportes ça à la densité de population, ça peut être vraiment très tragique. La culture en Nouvelle-Calédonie est très riche, donc là je vais plutôt parler de la culture kanak d'abord, en rentrant très en détail sur cette culture-là, enfin très en détail, de ce que je connais, on va dire, parce que je ne suis pas kanak. En fait, c'est incroyable. Dans cette partie du monde-là, on vit encore en tribu. Donc ça veut dire que sur tout le territoire, il y a un nombre incalculable de tribus. Donc ils sont organisés en aires coutumières, en grandes aires coutumières qui vont redécouper le territoire. Il y a 5 grandes aires coutumières, il me semble. Et au sein de ces aires coutumières, tu vas avoir des grandes tribus, des plus petites tribus, des gens qui vont gérer. Et en fait, c'est vraiment une organisation sociale de malades. Ils sont hyper organisés. Il y en a qui travaillent au champ, il y en a qui vont travailler en ville ou tout ça pour avoir de l'argent. Il y en a c'est vraiment c'est un esprit communautaire plus quoi. Quand tu fais partie de la tribu, tu fais partie de la tribu quoi. C'est très codifié, ils ont beaucoup de traditions pendant des mariages, ils vont manger telle ou telle espèce. Ça peut être vraiment quand il y a un deuil, ils ont des traditions, ça s'appelle la coutume. C'est vraiment quand tu arrives chez quelqu'un, quand quelqu'un décède, quand quelqu'un se marie, tu fais un geste en fait, c'est pour saluer et les gens qui sont présents, pour vraiment rentrer dans l'événement. Et pour saluer aussi les gens qui sont déjà partis, donc qui sont très croyants. Enfin, c'est des gens qui sont très proches de la terre.
Donc du coup, ils associent beaucoup d'éléments et quand il y a des décès, tout ça, voilà, aux éléments de la terre. Donc en fait, quand tu rentres dans un endroit, tu rentres pas que sur du physique, quoi. Il y a tout un supernaturel qui est très très développé. C'est super intéressant. Pareil, il y a un nombre de langues incalculable, 25, 30 langues différentes. Tout le monde a un peu son dialecte et se comprend pas forcément entre eux. C'est c'est assez incroyable. Du coup, c'est pour ça qu'à l'école, on a le français. Quand on va à l'école, c'est l'école vraiment en français. Maintenant, de plus en plus, tu peux apprendre les langues les langues principales des aires coutumières. Mais voilà, ça reste quand même. Il y a rien d'écrit, c'est des langages oraux. Donc du coup, c'est de transmission de génération en génération. Pareil pour la transmission de génération en génération, t'as tout le savoir-faire, que ce soit au niveau de la médecine des plantes. Mais voilà, c'est des gens qui sont très proches de la nature, donc en fait, ils vont se nourrir avec la mer, ils vont à la pêche, ils vont à la chasse, ils cultivent la terre. Enfin, c'est vraiment voilà des gens qui sont intégrés dans leur dans leur île. Et les tribus sont des endroits très ouverts où tu peux traverser les tribus. Enfin même en fait, il y a des tribus qui sont au bord de la route en fait et tu traverses les tribus sans souci. Tu peux. En fait, c'est des gens vraiment. Non, c'est des gens très gentils. Enfin, Moi, je sais que mes parents travaillaient avec une dame. J'allais dormir chez elle quand je voulais. C'était vraiment. C'est ouvert, c'est vraiment venez voir comment ça se passe. Au mariage, il y a des gens, il y a des blancs, il y a des machins qui sont invités. Enfin, c'est vraiment hyper convivial. Il faut juste respecter. Il y a certains codes à respecter, bien sûr, mais comme partout en fait. Et non, c'est très ouvert et tu peux même, oui, tu peux même participer. Il y a même des gens. Des blancs, par exemple, j'ai rencontré l'année dernière un gars qui habitait dans une tribu alors qu'il était blanc. Il louait une case dans la tribu et il dormait là-bas, quoi. Et inversement, tu peux être kanak et pouvoir aller habiter en ville, sortir de ce système de tribu. Et c'est pas pour ça que tu vas être renié forcément par ta famille. Ce qu'il faut savoir aussi en Nouvelle-Calédonie, c'est que c'est un statut hyper particulier. En fait, c'est pas un dom, pas un tom. En fait, c'est toute une histoire de compétences pour qu'une île soit indépendante. Il me semble que tu dois avoir 6 compétences. Donc, tu as l'éducation, la sécurité routière, les armées. Donc, voilà, en fait, tu as tout un système de compétences. Et pour être indépendant, il faut avoir toutes les compétences. Nous, en Nouvelle-Calédonie, on en a 4 ou 5. Et donc, du coup, on a même un gouvernement, un Sénat, pour les affaires coutumières, donc un Sénat coutumier où en fait ils revotent des choses, des lois ou des punitions. Enfin, c'est une organisation. Il y a un haut commissaire, il y a pour l'éducation, ils ont la compétence de l'éducation. Donc en fait, il y a aussi un vice-rectorat là-bas sur place. Donc en fait, ce pays a quand même toutes les clés pour être indépendant. Le seul truc qui arrange bien les gens là-bas, c'est que la France, elle nous finance quand même pas mal de choses. Moi, quand j'entends que c'est la crise ici, en Calédonie, il y a beaucoup moins d'argent qui sont avec la France aussi, mais franchement, la France, elle nous donne quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Elle nous permet de développer, elle fait des routes, enfin même l'Europe a fait des routes. Ils construisent des hôpitaux. Pour le fonctionnement vraiment de l'île, la France y est quand même pour beaucoup de choses, quoi. Ça devait devenir indépendant. Je pense que financièrement, ça serait très compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas de tourisme là-bas. Enfin, les gens ne souhaitent pas développer le tourisme parce qu'en fait, ils veulent vraiment préserver vraiment cette île on a bien vu ce que ça faisait le tourisme sur l'environnement. C'est vraiment pas dingue. Donc ils veulent vraiment préserver ça, ils souhaitent pas voilà, il y a pas de souci, ils ouvrent leurs portes aux gens qui viennent, mais ils vont pas faire venir des avions et des avions de touristes pour se faire de l'argent. C'est pas du tout le but souhaité. Donc l'économie est basée sur le nickel. Sachant que la France ne touche pas d'argent par rapport au nickel. C'est la Calédonie est complètement indépendante sur cette compétence-là. Et donc c'est elle qui se gère. Donc ils travaillent beaucoup avec les Canadiens, c'est les premiers producteurs, et la Nouvelle-Calédonie, on est le 2e gisement mondial de nickel. Donc le problème étant, on l'a très bien vu sur les pays d'Afrique, de se reposer sur une ressource première, c'est pas fou parce que quand les courbes tombent, l'économie au plus bas. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé il y a pas longtemps là. La courbe du nickel s'est complètement écroulée. Et donc il y a des usines qui ont commencé à fermer, donc ça emploie quand même pas mal de gens et donc c'est un problème, quoi. Si il y a plus d'argent que la France nous donne, je sais pas trop comment ils comptent combler cet espace-là.
Après, comme je disais, c'est vraiment des gens qui vivent beaucoup plus simplement là-bas. Donc, la question est, est-ce qu'on a besoin de autant d'argent et est-ce qu'on a besoin de ça? Parce que là, pour l'instant, on importe même les fruits et légumes, on fait pas pousser grand-chose là-bas. Mais s'il y a la nécessité de le faire, est-ce qu'on serait capable de le faire? Moi, je pense que oui. Au niveau des programmes scolaires, en fait, on a le même programme scolaire qu'en France. Donc, dès qu'on a notre baccalauréat, c'est un baccalauréat français. On a quelques cours en histoire, par exemple, qui est un peu différent, enfin, qui est axé sur la Nouvelle-Calédonie. Mais sinon, autrement, non, c'est un bac français. Un bac, c'est pas un bac cocotier comme les métropolitains ils aiment dire. La différence de niveau, c'est pas du tout fait ressentir. Je dirais même que on est tellement obligé de prouver que en fait c'est pas parce qu'on vient du Nil qu'en fait notre programme est plus pourri que en fait au final tu te donnes. Et toutes les premières années quand je disais que je venais de Nouvelle-Calédonie, on sortait du bac, ils me disaient putain quand on s'entraînait sur les bacs calédoniens, surtout en maths, c'était trop dur et tout. Ils sont trop durs vos sujets parce qu'en fait on a notre année scolaire qui est calée sur une année civile. On commence en février, on finit en décembre parce qu'en fait nous l'été, on est dans l'hémisphère sud, l'été c'est janvier-février. Donc en fait du coup on passe le bac fin novembre, on a nos résultats début décembre. Donc c'est pour ça que du coup en France on peut s'exercer sur les sujets calédoniens. On est vraiment sur deux univers complètement différents. La seule chose qu'on a en commun, c'est la langue, et encore, on n'utilise même pas les mêmes expressions. Moi, au début, quand je parlais, les gens, ils me comprenaient pas. Déjà, quand je suis arrivée, j'habitais à Toulon, donc c'est pas très grand. C'était, j'habitais en ville, il y avait des voitures, j'habitais à côté de la gare, il y avait des trains, enfin, c'était un truc vraiment, un des premiers trucs que j'ai dit à ma mère quand j'ai fait ma première semaine de cours, j'ai dit, maman, j'ai des ampoules aux pieds parce qu'il faut que je mette des chaussures. Genre, j'étais en claquettes tout le temps. Du coup, j'ai dû acheter des chaussures et vraiment, c'est un truc qui m'a vraiment perturbée. J'ai pris 10 kilos la première année, je pense, parce que, en fait, le fast-food, quoi. Enfin, la vie est beaucoup moins chère. Nous, là-bas, on est sur du 60% plus cher qu'en France. En fait, vraiment, ce truc de société de consommation, pas que la bouffe, en fait, tous les magasins low cost, tout est accessible, ou même Le Bon Coin. Genre, j'ai découvert Le Bon Coin en arrivant en France. J'étais là en mode waouh, c'est quoi ce truc, c'est quoi cette dinguerie. C'est vraiment la rééducation totale de ce que, enfin, vraiment un univers complètement différent de ce que je pouvais connaître, quoi. L'alimentation en Nouvelle-Calédonie, c'est un vrai enjeu parce qu'en fait, il y a 60% de la population qui est en surpoids. Donc c'est un vrai problème. En fait, ça vient que on importe quasiment, à part tout ce qui est viande et poisson, on importe tout. Et on est quand même sur des populations qui ont été issues de peuples migrateurs. Donc les peuples migrateurs, la sélection s'est faite où dès qu'ils mangent, ils stockent. C'est ça qui a changé quand je suis arrivée ici. J'ai découvert les fruits et les légumes genre frais. On retrouve souvent les mêmes choses. Vu que c'est de l'importation, il y a souvent des ruptures de stock. Donc voilà, l'alimentation problématique parce que pas équilibrée, parce qu'en excès. Les gens aiment manger là-bas, hein. Il y a vraiment des bons plats. Les poissons crus avec juste du citron qui sortent de l'eau, c'est incroyable. Mais après, on fait de la super viande. Au niveau des plats traditionnels qu'on peut retrouver, on a donc si on repart sur la tradition kanak, il y a le bougna qui est très connu. Donc en fait, c'est des fécules, donc du taro, de l'igname. Avec de la viande, du poisson qui sont cuits dans des feuilles de bananier, fumés en fait dans un espèce de four naturel. Hein. Je me sens complètement calédonienne. Hein. J'ai une position un peu particulière parce que du coup je suis pas née là-bas, mais j'ai grandi là-bas. Donc du coup quand je suis arrivée en France, je me sentais pas du tout française. Enfin même si la Calédonie est française et voilà, on a une identité française. Je sais pas, je me sentais pas du tout. Je connaissais pas ce pays en fait. Je connaissais pas les codes de ce pays. Sauf que du coup quand t'es là-bas, je peux pas dire qu'il y avait du racisme et qu'ils disaient non, t'es blanche, t'es pas calédonienne. Ça a été un peu le cul entre deux chaises, genre je suis d'où, je suis d'ici, je suis de là-bas. En fait, je pense que je suis un peu des deux. La Nouvelle-Calédonie, c'est mes parents qui ont choisi. La Montpellier, c'est moi j'ai choisi. Donc du coup, pourquoi pas venir des deux. La France, c'est sympa, hein. Mais le but à terme, c'est quand même de retourner construire, aider à la construction de ce pays. C'est un endroit hyper préservé. C'est hyper riche culturellement, mais vraiment au niveau de la biodiversité, c'est incroyable. Au niveau des paysages, c'est incroyable. Tu fais 100 kilomètres, tu changes complètement d'ambiance, de climat, le sol n'est pas le même, les montagnes ne sont pas pareilles. C'est incroyable. C'est mon île.